L'histoire débute près d'un manoir sombre, par une journée d'orage. Là, Akira, l'assassin silencieux, affronte un autre tueur lancé sur la même cible. Rapidement, il comprend qu'il est face à un adversaire redoutable. L'autre assassin refuse de céder sa proie et glisse la main dans sa tunique pour en sortir une arme cachée. D'un geste vif, il lance ses projectiles vers Akira, qui les esquive avec une légèreté spectrale. Sans attendre, son rival dégaine son sabre et engage le combat. Les lames s'entrechoquent, les mouvements sont rapides, précis, étouffés sous la pluie battante. D'un coup habile, Akira fait sauter le sabre de son adversaire dans les airs, mais celui-ci sort aussitôt plusieurs dagues qu'il projette à la volée. Akira les évite toutes, dans un mouvement fluide, presque irréel. Puis, soudain, un dernier projectile caché fuse vers lui. Mais avant même que l'autre n'ait compris, Akira a disparu et réapparaît dans son dos. Pris de panique, le tueur tente une nouvelle série d'attaques, mais Akira bloque chacune d'elles et force ses bras vers le bas. Son ennemi tente alors un coup de pied mortel, muni d'une lame dissimulée dans sa chaussure, mais Akira anticipe le mouvement et enfonce sa lame dans son bras. Dans le même élan, il lui brise la jambe et le plaque au sol. L'assassin vaincu comprend qu'il a perdu. Sa propre épée, retombant du ciel, s'enfonce dans son corps. Le silence retombe. Quelques instants plus tard, Akira s'introduit discrètement dans le manoir. Ses pas ne font aucun bruit. Dans la chambre, un homme dort profondément. Akira hésite une seconde, le regard figé sur sa cible, puis, lentement, lève son épée. Mais avant d'en arriver là, Akira n'était qu'un simple lycéen au Japon. Durant ses années d'école, quelques filles invitent leur amie Tsukasa à déjeuner avec elles. Il refuse poliment, prétextant du travail pour le conseil des élèves. Les filles, impressionnées, admirent son sérieux de président. Non loin de là, d'autres élèves remercient une certaine Shuri pour son aide. À une autre table, Akira lit tranquillement des romans sur son téléphone. Son camarade, un garçon au regard curieux, s'approche et lui demande s'il aime Ice Guy. Akira hausse les épaules et répond qu'il lit tout ce qui est gratuit. Le garçon s'éloigne en lui disant de lui recommander d'autres lectures gratuites s'il en trouve. Les filles voisines s'interrogent. C'est qui ce garçon avec qui il parlait? Akira, pendant qu'il déjeune, s'étonne lui-même qu'on lui ait adressé la parole. Lui, l'élève transparent, que personne ne remarque jamais. Soudain, son téléphone se met à grésiller. L'écran clignote. Une étrange obscurité se répand alors sur le plafond de la salle de classe. Sous les regards paniqués des élèves, l'ombre dessine un immense cercle magique qui s'étend jusqu'à leurs pieds. En un éclair, la lumière les engloutit. Quand ils rouvrent les yeux, ils se trouvent dans un gigantesque château. Autour d'eux, des murs de pierre, des chandeliers, des bannières royales. Un prêtre vêtu d'une longue robe s'avance lentement et, d'une voix grave, annonce. Après que le prêtre se soit écarté, les enfants aperçoivent un roi et une princesse debout devant eux, se demandant qui peuvent bien être ces personnes. Le roi s'avance alors et explique qu'il a invoqué les élèves depuis une autre planète vers son monde, appelée Morrigan. Il leur révèle qu'ils se trouvent actuellement dans l'empire de Redis, sur le continent des humains, lequel est envahi par les démons. Le roi leur annonce qu'en tant que guerriers venus d'un autre monde, ils ont le pouvoir de vaincre le seigneur démon. Les enfants, enthousiastes, se sentent prêts à commencer leur aventure sous le ciel de glace. Cependant, le prêtre précise qu'un seul d'entre eux peut être le héros légendaire et leur demande de tester leurs capacités. Un garçon pose sa main sur une sphère magique, mais découvre qu'il n'est pas le héros. Le prêtre le rassure en lui disant que, même sans ce titre, il reste un soldat puissant. Ensuite, une fille nommée Yuki apprend qu'elle est une mage de dissipation, tandis que Tomoya découvre qu'il est un chevalier et Shuri se rend compte qu'elle est une soigneuse. Le prêtre leur explique qu'ils peuvent consulter leur statut sans nécessairement toucher la sphère magique. Tous les élèves commencent alors à examiner leurs propres capacités. Nanase demande à Akira quel est son statut. Akira révèle qu'il est un assassin, mais reste perplexe face à la puissance démesurée de ses statistiques. Puis, Tsukasa s'avance et pose sa main sur la sphère, révélant qu'il possède la classe du héros. Tandis que le prêtre loue les statistiques incroyables de Tsukasa, tous les élèves acclament leur beau président. Cependant, Akira se demande comment Tsukasa a pu devenir le héros avec des statistiques aussi faibles, alors que les siennes sont bien supérieures. Lorsque Nanase lui demande de montrer sa propre classe, Akira garde le silence,
se demandant s'il peut vraiment faire confiance à ce roi douteux et à son histoire de démon. Décidant de garder secrète sa classe surpuissante, il utilise un sort de dissimulation pour effacer sa présence. À ce moment-là, Nanase croit qu'il a disparu et s'en va, tandis qu'Asaina teste à son tour sa classe. Une fois les tests terminés, le prêtre annonce qu'il préparera un équipement spécial pour chacun d'eux et leur demande de se reposer dans leurs chambres respectives. Soulagé de ne pas avoir été découvert, Akira suit les autres élèves tout en restant invisible. En apercevant une caméra dans un couloir, il comprend que le roi surveille les étudiants et se félicite de ne pas lui avoir fait confiance. Mais il ne remarque pas qu'un chevalier l'observe discrètement de derrière. Plus tard dans la nuit, Akira trouve une salle de stockage abandonnée et décide de s'y reposer. Après s'être installé, Akira décide d'explorer le bâtiment à la recherche d'informations. En observant les paysages étrangers de la ville, il réalise avec étonnement qu'il se trouve bel et bien dans un autre monde. Il saute d'une tour à l'autre avec une agilité inhumaine, stupéfait par ses capacités surhumaines. Soudain, il entend des voix provenant d'une pièce et dissimule sa présence pour espionner. De là, il surprend la princesse qui dit au roi que les étudiants ne sont que des enfants ignorants dotés de classes spéciales. Confiant, le roi lui ordonne alors de commencer la mise en œuvre de son plan et elle quitte la salle. Posté derrière le roi, Akira se demande à quoi il joue et songe qu'il pourrait facilement mettre fin à sa vie. Le roi ressent un malaise, comme s'il était observé, mais lorsqu'il se retourne, il ne voit personne et reprend son travail. Le lendemain, Akira prend son déjeuner tout en restant dissimulé. Il se demande s'il doit avertir les autres élèves des véritables intentions du roi, mais réalise qu'il ne le croirait pas. À une table voisine, Tsukasa se lève et déclare que le roi leur a rendu un grand service en les invoquant dans ce monde avec de puissantes capacités. Selon lui, ils doivent tous s'unir et remercier le roi en éliminant les démons. Les étudiants, pleins d'admiration, acceptent de suivre leur héros sans hésiter. Akira comprend alors qu'ils sont tombés dans le piège du roi et de son histoire mensongère. Après le déjeuner, le commandant des chevaliers, nommé Saran, réunit tous les héros à l'extérieur pour un entraînement. Tandis que Saran se vante de son titre de dernier rempart du royaume, son partenaire Giles lui rappelle d'agir avec humilité. Saran informe ensuite les élèves qu'ils suivront un entraînement spécial d'1 mois avant d'affronter des monstres dans un labyrinthe. Conscient de leur manque d'expérience au combat, il les rassure en affirmant qu'il leur apprendra les bases lui-même. Alors que les étudiants s'enthousiasment pour leur entraînement, Akira, lui, reste tapi dans l'ombre, observant attentivement Saran et ses intentions. Lorsqu'il quitte les lieux pour rassembler davantage d'informations, Saran confie les élèves à Giles et s'éloigne. Akira s'approche d'une fontaine, mais une voix l'interpelle. C'est Saran. Surpris, Akira se demande alors si sa compétence de dissimulation aurait une limite de temps. Cependant, Saran le rassure en lui expliquant que son sort de dissimulation fonctionne toujours, mais qu'il ne peut pas le cacher à lui. Saran révèle qu'il possède des yeux mystiques, lui conférant une vision thermique, capable de détecter la chaleur corporelle des gens. Sur ses gardes, Akira s'apprête à saisir son couteau, mais Saran l'arrête, lui disant qu'il ne compte pas révéler sa présence à quiconque, même s'il est du côté du roi. Akira hésite à lui faire confiance, mais le capitaine des chevaliers lui assure qu'il a ses propres raisons d'agir ainsi. Il lui demande ensuite de garder leur rencontre secrète vis-à-vis du roi, et Akira finit par accepter de lui faire confiance. Une fois assis pour discuter, Akira confie à Saran qu'il souhaite lire les archives du roi pour en apprendre davantage sur ce monde. Saran lui demande alors quel est le niveau de sa compétence de dissimulation, et Akira admet qu'elle est au maximum. En revanche, toutes ses autres compétences sont au niveau 1, et il ignore comment les faire progresser. Surpris, Saran esquisse un sourire et lui propose de lui enseigner lui-même, ajoutant que les archives ne contiennent rien de véritablement utile. Akira, ravi à l'idée de devenir plus fort et d'explorer ce nouveau monde, avoue qu'il souhaite tout de même retourner un jour auprès de sa famille. Saran comprend et lui répond qu'il doit d'abord s'entraîner pour survivre avant de pouvoir espérer rentrer chez lui. Gêné de recevoir son aide gratuitement, Akira veut lui rendre l'appareil, mais le chevalier lui dit qu'il peut le remercier en lui racontant des histoires de sa planète d'origine. Le charmant chevalier lui tend alors la main. Akira sourit, la serre avec respect et se présente officiellement. Quand ils commencent leur entraînement, Akira apprend qu'en plus des humains et des démons, ce monde abrite aussi des elfes et des hommes bêtes.
Pendant que Saran le soumet à un entraînement physique rigoureux, il lui explique que le niveau de classe ne peut augmenter qu'en vainquant des monstres, tandis que les compétences peuvent progresser grâce à un entraînement constant. Jour après jour, les deux continuaient à s'exercer ensemble. Saran, fasciné, écoute Akira lui décrire la Terre et ses avancées technologiques. Akira, repensant à tout ce qu'il trouvait banal dans son ancien monde, réalise à quel point cette normalité lui manque désormais. Quelque temps plus tard, Saran se trouve dans une salle avec Jill, qui s'étonne du temps qu'il consacre à Akira. Saran répond que les récits d'Akira sont bien trop captivants pour s'en lasser, et Giles partage lui aussi cette fascination. Alors que Saran révèle qu'Akira est le véritable héros doté d'une compétence de dissimulation au niveau maximal, Giles se montre stupéfait, car seul le tout premier héros de leur monde avait atteint un tel niveau. Peu après, lorsque Akira s'approche de la salle, Giles s'éclipse pour laisser à Saran un moment d'intimité avec lui. Akira tend alors à Saran un livre provenant des archives du roi, affirmant qu'il contient des informations inquiétantes. Saran acquiesce, confirmant que l'ouvrage renferme ses propres plans pour renverser le roi, plans qu'il savait qu'Akira finirait par découvrir. Il explique qu'il a lui-même écrit ce livre en le déguisant sous l'apparence d'un simple livre de cuisine. Saran révèle ensuite que le roi est un homme corrompu, obsédé par le pouvoir et prêt à dominer le monde pour servir ses intérêts, se souvenant du programme qu'il avait instauré. Akira reste pensif, absorbé par ces paroles. Saran poursuit en disant que les chevaliers royaux eux-mêmes nourrissent des griefs contre le roi. Akira en déduit qu'ils cherchent à le renverser sans recourir à la violence excessive. Impressionné par sa clairvoyance, Saran hoche la tête, tandis qu'Akira admet qu'en tant qu'assassin, il pourrait éliminer le roi sans laisser de traces. Il confie qu'il est déjà entré dans le bureau du roi dès son premier jour, mais qu'il n'a pas trouvé la force de le tuer. Saran approuve, soulignant que posséder une classe d'assassin ne signifie pas qu'il doit s'obliger à ôter la vie. Akira ajoute qu'il ne supporterait pas l'idée que sa famille découvre qu'il est devenu un meurtrier. Saran, partageant son point de vue, remarque toutefois qu'il a choisi de lui accorder une grande confiance. Intrigué, Akira lui demande pourquoi. Saran lui explique qu'il voit en lui un jeune homme sage et prometteur, le même qui, dès le début, a refusé de prendre les paroles du roi pour argent comptant. Pour lui, cela prouve qu'Akira est quelqu'un capable de réfléchir par lui-même et de ne pas se laisser duper. Devenu silencieux, Akira confie d'une voix basse qu'il n'a jamais reçu beaucoup d'attention durant son enfance. Saran, surpris, l'écoute tandis qu'Akira lui avoue qu'il est le seul à l'avoir autant complimenté. Saran sourit alors et lui demande, en guise de remerciement, de l'aider à renverser le roi de manière pacifique. Akira lui répond qu'il y réfléchira, puis quitte la pièce. Après un mois complet d'entraînement, Saran annonce à tous les étudiants qu'il s'apprête à explorer le grand labyrinthe de Kantenen. Alors qu'une foule se rassemble pour saluer les guerriers avant leur départ, Akira est surpris de voir à quel point ils attirent l'attention. Il remarque une jeune fille qui les observe de loin et s'approche pour lui demander ce qu'elle fait là. La fille, furieuse, lui répond que son peuple a fait d'immenses sacrifices pour invoquer les héros. Akira, déconcerté, lui dit qu'il ignore tout de cette histoire. Elle lui rétorque alors qu'ils se reverront lorsqu'il aura compris. Peu après, les héros pénètrent dans le labyrinthe, où ils affrontent une horde de monstres. L'un des élèves déclenche un piège, ce qui attire d'énormes ogres. Akira réagit aussitôt et en abat un d'un coup précis. Il demande à Saran s'ils doivent battre en retraite, et celui-ci approuve. Pour dégager la voie à ses élèves, Saran invoque un sort d'épée divine, anéantissant tous les monstres qui leur bloquent le passage. Mais à leur sortie du portail, ils découvrent encore plus de créatures les attendant dehors. Tsukasa se souvient alors d'une bombe fumigène que la princesse lui avait donnée en cas d'urgence et décide de l'utiliser. L'explosion élimine les petits monstres, mais de la fumée émerge une créature bien plus redoutable, un minotaure géant. Lorsque Giles arrive sur place avec les autres, il reste bouche bée en voyant un monstre aussi puissant à un niveau si bas. Akira fonce à l'attaque, esquivant les coups du minotaure avant de grimper sur son dos. Il tente de le frapper, mais la peau épaisse de la bête réduit sa lame en miettes. Sous le choc, Akira esquive un autre coup et se replie près de Tsukasa, épuisé et incapable de continuer le combat. Honteux de son impuissance, Tsukasa s'excuse, mais Akira lui rappelle qu'il doit apprendre à compter sur les autres aussi.
Il lui explique que les autres étudiants ont été entraînés pour se battre eux aussi. Cependant, Tsukasa panique, se persuadant qu'il est un héros raté. Intrigué par son comportement étrange, Akira demande à une mage de dissipation d'intervenir. La jeune fille s'avance et lance un sort, dissipant une malédiction démoniaque qui plongeait Tsukasa dans la panique. Une fois Tsukasa guéri, Akira se place aux côtés de Saran et lui demande s'il peut utiliser une certaine technique. Saran acquiesce et libère un éclair foudroyant, frappant et paralysant le Minotaure sous les yeux médusés des étudiants. Profitant de cette ouverture, Akira se déplace silencieusement derrière le Minotaure et se prépare à utiliser sa technique ultime de mage de l'ombre. Des tentacules sombres commencent à émerger des ombres avant de transpercer le Minotaure là où il se tient. Une fois qu'il est immobilisé, Oda Akira commence à l'attirer dans les ténèbres jusqu'à ce que tout son corps soit dévoré, ne laissant derrière lui que sa tête. Cependant, bien qu'il ait réussi à tuer le Minotaure, il ne maîtrise pas encore complètement ses pouvoirs d'ombre et il lutte pour les empêcher de devenir incontrôlables. Heureusement, Saran vient à son aide pour l'aider à garder son calme jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à retirer les tentacules. Lorsque la bataille est terminée, tout le monde retourne au château et Saran félicite Oda Akira pour la réussite de sa mission. C'est grâce à lui que tout le monde a pu rentrer sain et sauf. Mais bien que sa compétence d'ombre soit incroyablement puissante, elle lui demande aussi une quantité d'énergie considérable. Saran conseille donc à Oda d'éviter de l'utiliser, sauf en cas d'absolue nécessité. Il dit à Oda qu'il a un cadeau pour lui, puis lui remet un katana. Il explique que la lame fut forgée par le tout premier héros invoqué il y a plusieurs siècles. Oda lui en est reconnaissant, mais il se demande pourquoi Saran la lui offre à lui plutôt qu'à Tsukasa, le héros actuel. Saran explique que Tsukasa a déjà reçu une épée sacrée à utiliser au combat. De plus, le roi remarquerait immédiatement qu'il y a un problème s'il voyait Tsukasa manier le katana, puisque Saran l'a plus ou moins volé dans l'armurerie royale. Oda comprend, alors il accepte le katana, trouvant cool de pouvoir manier la même épée que l'ancien héros. Mais, en parlant de héros, il se rappelle que la situation avec Tsukasa ne s'est pas vraiment améliorée. Ils ont réussi à découvrir qu'il était maudit, et bien que certains symptômes aient été atténués grâce au sort de désenvoûtement, la malédiction elle-même persistait. Oda compte bien découvrir pourquoi. Plus tard dans la nuit, Oda se faufile dans la chambre de la princesse et la trouve en train de renforcer la malédiction de Tsukasa à l'aide d'un cristal magique, le transformant peu à peu en pantin. Mais avant qu'elle ne puisse achever ses incantations, Oda agit et tranche le cristal en deux. Cela devrait suffire à lever la malédiction pour le moment, mais il a encore quelques questions à lui poser. Il pointe alors son épée sur sa gorge et exige de savoir pourquoi elle fait cela. La princesse déclare froidement que tout ce qu'elle fait est pour le bien du roi. Il lui demande pourquoi elle obéit à ses ordres, mais en l'observant de plus près, il remarque qu'il n'y a pas la moindre étincelle de pensée personnelle derrière son regard. Il est évident qu'elle est elle-même sous contrôle, et il ne serait pas juste de la tuer si elle n'agit pas de son plein gré. Oda décide donc de partir. Cependant, il aurait sans doute dû la neutraliser, car à peine est-il parti qu'elle se rend dans son armoire remplie de cristaux maudits, un pour chacun de ses camarades de classe, et commence à les utiliser à la place. Un peu plus tard, Oda apporte les cristaux à Saran et lui demande s'il en sait quelque chose. Saran a déjà vu ces cristaux auparavant, et il murmure pour lui-même qu'il n'arrive pas à croire que le roi n'ait toujours pas abandonné cette idée. Cela mis à part, il demande à Oda s'il s'est montré devant la princesse lorsqu'il a détruit le cristal. Oda admet que oui, mais seulement parce qu'il voulait comprendre ce qu'elle pensait et pourquoi elle faisait tout cela. Saran lui explique qu'à présent, la princesse n'est rien de plus qu'une marionnette du roi. Mais Oda en a déjà assez fait pour aujourd'hui, alors Saran lui dit qu'il devrait aller dormir. Il lui conseille également de ne plus se reposer dans l'enceinte du château. La princesse va sûrement tenter de maudire tous les autres, à part Tsukasa, mais elle ne sait pas qui est Oda, donc elle n'a aucun contrôle sur lui. Elle ignore peut-être son identité exacte, mais maintenant qu'elle sait qu'un assassin se cache dans le château, Saran est certain que les gardes vont passer la nuit à fouiller chaque recoin, ce qui signifie qu'Oda ne pourra plus se dissimuler dans les placards de stockage. Oda s'excuse de s'être révélé sans réfléchir aux conséquences, mais Saran lui dit qu'il n'a pas besoin de s'excuser. Faire des erreurs fait naturellement partie de la jeunesse,
et c'est le rôle de Saran, en tant qu'adulte, de l'aider à en gérer les conséquences. Oda lui dit qu'il est reconnaissant d'avoir quelqu'un comme lui pour veiller sur lui, et Saran répond que, s'il veut vraiment lui témoigner sa gratitude, alors Oda devrait l'emmener avec lui lorsqu'il trouvera enfin un moyen de retourner au Japon. Cette nuit-là, Oda passe la nuit perché dans un arbre, mais il est réveillé à l'aube par un grand vacarme venant du château. Il se demande ce qui peut bien se passer aussitôt le matin, alors il décide d'aller voir. Il trouve quelques gardes et ses camarades rassemblés, et dès que Tsukasa le voit approcher, il pousse un soupir de soulagement, heureux de le revoir. Oda est content de constater que la malédiction de Tsukasa a été levée, mais celui-ci semble paniqué et lui demande où il était passé. Oda explique qu'il faisait simplement une sieste et demande ce qui se passe. Il s'attendait à quelque chose de banal, mais à son horreur, il découvre le commandant Saran étendu sur le sol, un poignard planté dans la poitrine. Oda s'effondre, bouleversé, et demande qui aurait pu faire une chose pareille. Mais soudain, tous ses camarades se retournent contre lui, l'accusant d'être le meurtrier. Le poignard dans la poitrine de Saran est le même que celui qu'ils avaient vu Oda utiliser la veille. Cela constituerait une preuve accablante contre lui, sauf qu'ils l'ont littéralement vu se briser contre le Minotaure dans le donjon. Ce poignard ne pouvait donc pas être. Même ainsi, ses camarades affirment tous qu'il est beaucoup trop suspect, puisqu'il disparaît et réapparaît quand bon lui semble. Oda comprend alors que la princesse a bel et bien réussi à maudire tous ses camarades, ce qui explique leur comportement. Le seul qui reste normal est Tsukasa. Ce dernier prend la défense d'Oda, estimant qu'il est injuste de l'accuser de meurtre sans aucune preuve. Mais soudain, le roi fait son apparition et annonce qu'Oda est accusé de trahison pour l'assassinat du commandant Saran. Il ordonne aussitôt aux gardes de l'exécuter sur le champ. Oda aperçoit un sourire fugace sur le visage de la princesse et à cet instant, il comprend qu'il vient d'être piégé. Aucune explication ne suffira à le tirer de ce guêpier. Alors que les gardes s'apprêtent à le transpercer, il active sa compétence de dissimulation et disparaît aussitôt. Le roi ordonne à ses hommes de se disperser et de fouiller chaque recoin pour le retrouver. Pendant ce temps, Oda s'approche discrètement de Jill, sachant qu'il peut lui faire confiance. Une fois qu'il a attiré son attention, Jill l'informe que les véritables responsables de la mort de Saran sont les assassins personnels du roi. Ces derniers vont maintenant s'en prendre à Oda, qui va devoir fuir pour survivre. Jill lui explique que Saran avait anticipé qu'une telle situation pourrait se produire et qu'il avait préparé à l'avance un sac de provisions destiné à Oda. Oda le remercie pour ces informations et, après avoir rassemblé les vivres, il quitte le royaume. Cette nuit-là, le roi et la princesse se réunissent pour discuter de l'avancement de leur plan. Le roi se dit sincèrement surpris de voir à quel point il a été facile d'éliminer Saran, mais il se félicite que les assassins aient pu s'en charger rapidement. La princesse, de son côté, a terminé d'appliquer les malédictions sur tous les étudiants, à l'exception de Tsukasa. Il ne leur reste plus qu'à trouver un prétexte pour déclencher une guerre contre la nation de l'Est. Le roi affirme que les étudiants seront des pions utiles dans ce conflit. Et quant à celui qui a réussi à s'enfuir, il est persuadé qu'un gamin comme lui ne pourra pas survivre bien longtemps seul dans la nature. Par précaution, il ordonne toutefois à la princesse d'envoyer les assassins du corbeau nocturne à sa poursuite. Pendant ce temps, Oda vient d'arriver au donjon, car Saran lui avait déjà dit que c'était le meilleur endroit pour se cacher lorsqu'on est en fuite. Presque personne n'aurait l'idée de fouiller un donjon pour retrouver un fugitif, donc l'endroit devrait être sûr. Cependant, l'eau et la nourriture y sont limitées, alors Oda doit rester prudent. Même avec sa compétence de dissimulation, il reste de nombreux monstres capables de le repérer grâce à leur odorat ou à leur ouïe développée. Mais à mesure que la classe d'assassin d'Oda progresse, il pourra finir par masquer son odeur, le bruit de ses pas et même il y a des boss tous les 10 niveaux. Et une fois qu'on entre dans une salle de boss, il est impossible d'en sortir tant que le monstre n'a pas été vaincu. Y aller seul est un pari risqué, mais Oda n'a pas vraiment le choix s'il veut progresser davantage. Dès qu'il met un pied à l'intérieur, il se retrouve face à une chimère. Il parvient d'abord à esquiver ses attaques, mais il est pris au dépourvu lorsque la queue serpent de la créature se met à cracher du venin, le touchant à la jambe. Affaibli par la blessure, il ne peut plus se déplacer aussi vite qu'avant. La chimère en profite pour lui transpercer le dos de ses griffes. Mais alors qu'elle s'apprête à l'achever, Oda décide de jouer sa carte maîtresse.
Il invoque la magie des ombres et anéantit complètement la chimère. Il a réussi à vaincre le premier boss du donjon, mais les blessures qu'il a subies, combinées à l'épuisement provoqué par l'utilisation de son pouvoir d'ombre, le laissent dans un état critique. Sentant que la vie de son maître est en danger, la magie des ombres change automatiquement de mode pendant qu'Oda est inconscient, passant de l'attaque à la régénération, et commence à soigner ses blessures. Pendant ce temps, au château, Tsukasa vient de demander à tout le monde de quitter le château avec lui. Ses camarades lui demandent s'il est en train de dire qu'il veut aller affronter le roi démon dès maintenant, et, trouvant l'excuse convenable, Tsukasa décide de s'en tenir à cela. Mais tous lui disent de se taire et de s'asseoir, car ils n'ont pas l'intention d'aller nulle part. Il réalise alors que leur comportement doit être un effet de la malédiction dont Saran lui avait parlé avant sa mort. Et si c'est vrai que tous ses camarades sont sous contrôle mental, alors il devra partir seul. Cependant, à sa grande surprise, quelques-uns de ses camarades acceptent tout de même de le suivre. Quelques heures plus tard, ils se tiennent ensemble aux abords de la ville. Ils sont étonnés d'avoir réussi à sortir aussi facilement, mais cela s'explique. Leur excuse était qu'ils partaient combattre le roi démon, et le roi n'aurait eu aucune raison de les en empêcher. Cela mis à part, Tsukasa se demande pourquoi les autres ont choisi de le rejoindre alors que tout le monde refusait catégoriquement de le faire. Yuki lui répond qu'elle pense qu'aucun d'entre eux n'est actuellement sous l'emprise de la malédiction de la princesse. Asakina ajoute qu'il pense que ses propres actions ont peut-être contribué à briser la malédiction, car, même s'il ne sait pas vraiment pourquoi, il a des souvenirs flous de lui-même entrant dans la chambre de la princesse et brisant plusieurs cristaux. On découvre plus tard que c'était en réalité Jill le véritable responsable, car il avait utilisé sa compétence de manipulation pour prendre le contrôle du corps d'Asakina, et ainsi, et même s'il n'a réussi à libérer que quelques-uns des étudiants, il est heureux d'avoir pu accomplir le dernier souhait de Saran. Alors que le groupe quitte le royaume, Kyusuke pense en lui-même qu'il doit trouver un moyen de renouer avec Oda. Il regrette de ne pas avoir essayé de le retrouver alors qu'il se cachait encore dans le château, et malgré le fait qu'il ait été maudit, il se sent terrible de ne pas avoir défendu son ami. La plupart des gens de la classe ne parlaient jamais beaucoup à Oda, mais un jour, alors qu'il rentrait de l'école, Kyusuke est tombé sur Oda pendant qu'il travaillait sur un chantier. C'était la première fois qu'ils se rencontraient en dehors de l'école, et Oda lui avait demandé de garder son emploi secret, car il ne voulait pas que sa petite sœur le découvre. Kyusuke avait promis de garder le secret, car il savait ce que c'était que de s'occuper d'une petite sœur. Et il se trouve que leurs deux sœurs étaient meilleures amies, ce qui leur avait permis de rire de cette coïncidence. Pendant ce temps, dans le donjon, Oda venait de reprendre conscience. Pour une raison quelconque, il se souvient avoir rêvé du jour où il avait rencontré Kyusuke. Il espère vraiment que Kyusuke va bien, et il s'inquiète tout autant pour sa mère et sa sœur restées au Japon. Mais une fois qu'il a fini de se faire du souci, il réalise soudain qu'il n'éprouve pas de douleur intense malgré les griffures reçues dans le dos par la chimère. Il appelle son écran de statut et d'après ce qu'il voit, ses statistiques ont beaucoup augmenté après avoir vaincu la chimère, mais cela n'explique pas pourquoi ses points de vie sont presque au maximum malgré tous les dégâts subis lors du combat. Il remarque également que sa compétence de magie des ombres est désormais niveau 3. Il ne comprend pas comment elle a pu progresser autant alors qu'il ne l'a utilisée qu'une seule fois, mais il n'a pas le temps d'y réfléchir. Il décide donc de continuer à avancer. Plus loin dans le donjon, il tombe sur un gigantesque slime. En l'ouvrant, il découvre une jolie elfe à l'intérieur. Il pense que c'est l'occasion parfaite pour tester l'une des nouvelles compétences obtenues en montant de niveau, l'Ail du monde. Il active la compétence et, d'un coup, toutes les informations sur la vie de la jeune fille affluent dans l'esprit d'Oda. Mais c'est beaucoup trop pour lui. Il annule donc la compétence à mi-chemin. La jeune fille n'a presque plus que 2% de ses points de vie, alors Oda la porte jusqu'au 69e étage et la pose près d'un bassin d'eau pour qu'elle puisse se reposer. Plus tard, elle se réveille et Oda lui tend un peu d'eau à boire pour la remettre sur pied. Il dit à Amelia qu'elle devrait dormir encore un peu pour récupérer correctement, mais elle répond qu'elle a trop faim pour dormir. Alors il lui prépare un bol de porridge. La jeune fille est reconnaissante pour le repas et commence à manger immédiatement. Une fois qu'elle a fini, elle demande à Oda comment elle est arrivée ici, car elle se souvient d'être plus bas dans le donjon. Il lui explique que c'était le point d'eau le plus proche, alors il l'a portée jusqu'ici.
Elle est surprise qu'il se soit donné tant de mal pour s'occuper d'elle alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés auparavant, car c'est la chose la plus gentille que quelqu'un ait jamais faite pour elle. Quelques heures plus tard, Amelia est revenue à pleine forme et, ensemble, ils atteignent le 80e étage. Mais Oda se demande pourquoi elle le suit, pensant qu'elle voudrait remonter à la surface le plus rapidement possible. Amelia lui explique qu'elle est descendue dans le donjon pour le nettoyer, tout comme lui, et qu'elle ne repartira pas avant d'avoir accompli son objectif. Tous deux pénètrent dans la salle du boss de l'étage et, à peine ont-ils mis le pied à l'intérieur, qu'un dragon les attaque. Ils esquivent tous deux, et Amelia utilise la magie de gravité pour alourdir le dragon, tandis qu'Oda se prépare à porter le coup final. Cependant, le dragon parvient d'une manière ou d'une autre à le localiser et le frappe, le projetant hors de l'air. Amelia lui dit que le dragon doit probablement traquer la signature de son mana et qu'il devrait la diffuser dans l'environnement. Mais Oda ne sait pas comment faire. Alors il choisit la solution suivante. Utiliser du mana pur pour lancer une attaque contre le dragon avant de le transpercer à travers les yeux pour le tuer. Le dragon s'effondre au sol, vaincu, mais Amelia est confuse face à ce qu'Oda vient de faire. Il lui explique qu'il ne savait pas comment diffuser son mana dans l'environnement, alors il a simplement utilisé le mana ambiant pour attaquer à la place. Amelia est stupéfaite d'apprendre qu'il est capable d'une telle chose, mais avant qu'elle puisse demander plus d'explications, le quartz du dragon commence soudain à briller.